Je ne sais pas si je dois remercier les trois organisateurs de m'avoir se monter au créneau. Hein. J'avais qu'une envie, c'était de surtout pas intervenir, mais finalement, ils ont été plus forts que moi. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Donc, je suis professeure de droit, ça fait quelques années, ça fait presque 20 ans que je travaille sur ces questions de fin de vie qui sont d'une très grande complexité. Et il se trouve que dans le débat actuel, il y a un mot qui revient constamment, qui est même utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la dépénalisation de l'aide active à mourir. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que les mots ont quand même une importance et que la question se pose de savoir s'il s'agit d'une dépénalisation ou d'une légalisation. Donc je vais commencer par vous décrire la situation actuelle rapidement, ensuite vous dire ce que ça impliquerait si on acceptait, si le législateur acceptait de voter un texte reconnaissant l'aide active à mourir, et puis qu'est-ce qu'on peut, quel point on peut discuter dans un troisième volet, parce que ce n'est pas si simple. L'état actuel de la situation actuelle est la suivante. C'est que, bien évidemment, si un médecin intervient pour mettre fin à une vie, c'est un acte qu'il va faire sur une personne qui implique une atteinte à son intégrité physique. Ça fait partie d'ailleurs de l'activité médicale et j'y reviendrai. Et là, les infractions concernées sont d'une part qui entraînent la mort, sont des crimes, c'est le meurtre et l'empoisonnement. Je vous dis tout de suite qu'il sera difficile que l'État français, comme d'autres, hein, ça voudrait pour tous les autres États d'Europe, décide que ni le meurtre et l'empoisonnement cesseraient d'être des crimes. Donc il n'y aura pas de dépénalisation. Mais là, on envisage l'option où c'est le médecin qui intervient et qui donne la mort. Il y a une autre option qui consiste cette fois à remettre le produit létal, et donc là on parle de suicide assisté. Alors, je vous rassure tout de suite, le suicide n'est pas une infraction. Depuis de très nombreuses années, depuis 1791, et en revanche, il existe des infractions qui sont des délits dans le Code de la santé publique qui prévoit toute une série assez complexe d'infractions qui est la remise d'un produit de manière illicite, etc. Donc il faudrait que ça implique, pour l'instant, je ne peux pas, par exemple, demander qu'on donne de la strychnine ou je ne sais pas trop, c'est pas possible. Voilà. Bon. Il reste la question de savoir, parce que c'est une interrogation, si la personne qui aiderait autrui qui aiderait la personne qui souhaite mettre fin à ses jours pourrait être poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Ce que vous avez évoqué, monsieur, et qui m'a fait sourire parce que ça fait partie des fantasmes, ce que j'appelle des fantasmes médicaux, en fait c'est une infraction qui reproche l'omission, c'est de ne rien faire. Ce que vous décriviez, c'est pas ça du tout. Hein, c'est que vous aviez des doutes sur la pertinence de votre choix. Donc il y a il y a un doute parce qu'effectivement il y a une décision qui est constamment citée, un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 1986 qui a jugé ceci, je le cite, « La volonté d'une personne de mettre fin à ses jours et donc de se mettre elle-même dans une situation de péril ne dispense pas de l'obligation de porter secours, devoir d'humanité lié à la protection de la vie d'autrui. » Mais là, je dirais que c'est un contexte où la personne intervient de manière, j'allais dire, inopinée, alors que là, il s'agit d'une demande d'aide. Ce qu'il faut ajouter, et qui est primordial, c'est que le système juridique ne reconnaît jamais la volonté en soi parce que c'est la personne qui le souhaite, et parce qu'il y a une loi qui prévoit
que l'on fait produire un effet à la volonté. Je veux dire par là qu'il ne suffit pas que je dise par exemple à quelqu'un je voudrais mourir, ben voilà, je te donne l'arme et tu me tues et il n'y aura pas de souci parce que c'est moi qui l'ai demandé. Ça, je vous dis tout de suite, il sera poursuivi, condamné. Donc encore une fois, c'est un élément très important. Oui, la volonté joue un rôle, mais la volonté à condition qu'elle soit évidemment prévue et décrite par la loi. Et ce qui est très important, c'est que les médecins sont les seuls, on bien, dans notre société française, à pouvoir porter atteinte volontairement à l'intégrité physique d'une personne sans être a priori soupçonné d'un crime quelconque parce que c'est leur fonction de soigner les personnes. Et si pour soigner ces personnes une intervention chirurgicale est nécessaire, eh bien l'acte en question, qui est une infraction, ne sera pas poursuivable. Et j'y reviendrai dans un instant. Pourquoi? Parce que le nombre d'interventions chirurgicales dans notre pays est quand même important. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement prégnant, mais qui est constamment, je pense, oublié par les médecins. Ce qui est tant mieux d'ailleurs, hein, parce que sinon, ça serait très difficile pour eux. Alors, ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, que changerait l'adoption de règles autorisant un médecin à pratiquer les actes apportant à la personne qui en fait la demande l'aide active à mourir? Donc, ce qui est constamment dit dans les journaux, partout, y compris celui de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'on dépénaliserait l'euthanasie et le suicide assisté. Je vous dis tout de suite, bien évidemment, comme la dépénalisation consiste à ne pas considérer, à cesser de considérer tel comportement comme une infraction qu'il était jusqu'alors, comme ni l'euthanasie ni le suicide assisté n'existent, par hypothèse, on ne risque pas de dépénaliser des comportements qui ne sont pas pris en considération par la loi. En revanche, qu'est-ce qu'on veut signifier par là? Qu'est-ce que les personnes signifient? Ils traduisent l'idée qu'il ne serait plus possible de poursuivre pour homicide volontaire le médecin qui apporterait son aide. Mais dans ce cas, il ne serait pas question que la loi prévoit que l'homicide volontaire cesserait d'être un crime. C'est un autre mécanisme, qui est un vieux mécanisme qui remonte au Code pénal de 1810, qui consiste à prévoir que lorsque la loi autorise un individu à faire telle ou telle chose, alors on considérera que la réprobation qui s'attache habituellement à cet acte n'existera pas. Ce qui veut dire que les médecins cesseraient, s'ils intervenaient dans les conditions fixées par la loi, ils cesseraient d'être poursuivables. Et c'est le parti qu'a pris la loi belge, qui, par parenthèse, est extrêmement bien écrite, elle. Donc, voilà, c'est ça. Et ça veut dire que si la légitimité de l'aide active à mourir est admise, c'est-à-dire qu'on donnerait la possibilité à la personne d'en faire la demande auprès des médecins. Et ce sera le troisième point que j'aborderai pour vous dire que signifierait cette demande. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette demande? Eh bien, c'est une demande conditionnée et non pas un droit à mourir. Parce que là, il y a des confusions très importantes. Et il se trouve que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt que je trouve de très grande qualité, qui est dans l'affaire Mortier contre Belgique. C'est intéressant parce que c'était la première fois que l'ensemble des règles belges faisait l'objet d'une analyse par la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour celles et ceux qui ne sont pas des familiers de la méthode de la Cour européenne des droits de l'homme, ce que je comprends tout à fait, ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'elle fait toujours... elle fait toujours une analyse du système juridique du pays par rapport aux règles de la Convention européenne des droits de l'homme. Et il se trouve que dans cette affaire, c'était une femme qui depuis 40 ans était très dépressive, demandait constamment à mourir, et deuxième volet de la difficulté, alors c'est prévu par la loi belge, à des conditions très, très précises,
ce qui s'est passé, c'est qu'elle était fâchée avec ses enfants et elle ne voulait absolument pas qu'ils soient au courant. Et quand elle a été décédée, elle avait 2 filles et un fils, et c'est le fils qui a fait le procès à l'État belge, parce qu'il estimait qu'il aurait dû être partie prenante de la procédure, et la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision qui est, je pense, remarquable pour le futur, pour nous. D'abord, elle a rappelé le fameux article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme sur je vais le citer, hein, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Et elle a toujours dit ceci, c'est l'État qui doit s'interdire un certain nombre de comportements fâcheux contre ses citoyens, du style torture, etc. Mais c'est aussi l'obligation pour l'État de prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes. Et ce qui est le cas de cette loi belge. Et elle dit très clairement, cette obligation implique pour l'État un devoir primordial d'assurer le droit à la vie, mais on ne peut pas déduire de cette disposition que la dépénalisation, elle utilise le terme, la dépénalisation de l'euthanasie, donnerait un droit à mourir, reconnaîtrait un droit à mourir aux personnes. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce qui est légitime, ce sont des demandes organisées par la loi. Donc l'autorisation, c'est pour la personne de faire une demande, qui sont ce que je peux appeler moi des demandes conditionnées, c'est-à-dire que, et c'est ce qui est le cas du système belge, et donc ce qui me paraît important de dire, c'est que premièrement, les lois sont le produit de choix politiques, et que donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on prend parti. Je pense que, et je m'arrêterai là, qu'on est dans un système qui est devenu très complexe, parce que, pourquoi je suis très critique de la loi actuelle, parce qu'on a voulu faire tout et son contraire, et donc c'est pas très clair. En tous les cas, il y a une chose qui est très claire, c'est que les médecins qui interviennent, comme vous l'avez dit, monsieur, effectivement, ne tombent pas de la loi pénale, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait à la fois des soins palliatifs, qu'un système d'aide à mourir, autrement dit, d'ouvrir à des cas qui pour l'instant ne sont pas prévus par la loi et qui correspondent à des situations qui sont des situations multiples, et ce qui permettrait aux citoyens de pouvoir choisir.